je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Merci à tous d'être si nombreux au rendez-vous. Alors cette semaine au programme, coup de bluff ou volte-face, à quel jeu Donald Trump joue-t-il? On l'a vu à la tribune des Nations Unies, le président américain a distribué les mauvais points, reconnaissance de la Palestine, guerre en Ukraine, migration. Il a revêtu son costume habituel de maître d'un monde unipolaire. Alors que faut-il penser réellement de ces déclarations? Qu'en est-il? Réponse tout de suite dans cette émission, mais avant toute chose, chers amis, n'oubliez pas, je compte sur vous pour le succès de cette vidéo. Alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air, c'est capital. Pensez aussi à écrire vos commentaires juste en dessous, vous savez que je les lis tous. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de TV Liberté, vérifiez que vous êtes toujours abonné, parce que YouTube est un peu coquin parfois. Et comme ça, on arrivera très rapidement aux millions d'abonnés. Vous vous rendez compte, on est de plus en plus nombreux. Allez, rendez-vous dans quelques instants. Et à mes côtés aujourd'hui, un de vos invités préférés, si j'en crois les chiffres de l'année dernière. Bonjour François Martin. Bonjour Élise. Alors vous êtes diplômé d'HEC, fort d'un MBA un MBA à HEC et diplômé de l'ESSEC, autant pour moi, auditeur de l'INEGI, de l'IHEDN. Vous avez travaillé beaucoup dans le commerce international, vous parlez 6 langues. Oui. Vous avez fondé aussi plusieurs cercles spécialisés dans la géopolitique et publié plusieurs ouvrages. Les 2 derniers, l'Ukraine, un basculement du monde, et plus récemment, Le temps des fractures, publiés tous les 2 aux éditions Jean-Cyril Godefroy et bien sûr disponible sur tvl.fr à la rubrique boutique. Exactement. Alors, vous êtes François Martin, vous avez suivi l'actualité bien entendu, vous avez vu que c'était marqué par le discours de Donald Trump à la tribune des Nations Unies, organisée à Washington. Il jouait à domicile, si je puis dire. Il a clairement fait part tout d'abord de son mépris à l'égard de cette institution. Et avant de vous donner la parole, François Martin, je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait. J'ai mis fin à 7 guerres. J'ai négocié avec les dirigeants de chacun de ces pays et je n'ai même jamais reçu un appel téléphonique des Nations Unies me proposant de m'aider à finaliser l'accord. Tout ce que j'ai obtenu des Nations Unies, c'est un escalator qui s'est arrêté en plein milieu de la montée. Si la première dame n'avait pas été en pleine forme, elle serait tombée. Mais elle est en pleine forme. Nous sommes tous les 2 en pleine forme. Nous sommes restés debout. Et puis, un téléprompteur qui ne fonctionnait pas. Voilà les 2 choses que j'ai eues des Nations Unies, un escalator défaillant et un téléprompteur défaillant. Alors Trump ose tout, c'est un peu à ça qu'on le reconnaît. Pour autant, on ne peut pas dire la suite de ce vieil adage. On sait toutefois que Trump n'est clairement pas un leader populaire au sein des Nations Unies. Non, et il fait tout le contraire. Et c'est une des choses qui est la plus étonnante d'ailleurs, c'est qu'il s'est fait élire auprès de sa base MAGA comme un leader nationaliste, donc nationaliste, ça veut dire que quelque part on accepte un système multilatéral dans ce sens-là. Donc, mais il fait une politique il se fait élire comme un anti-néocon et il fait une politique de néocon, c'est-à-dire on n'a rien à foutre on n'a rien à foutre des Nations Unies, on n'a rien à foutre des autres, on fait ce qu'on veut, on bombarde qui on veut. Et on soutient Israël en particulier. Donc il est très étonnant, il a changé de politique, et même s'il fait beaucoup de flip-flap, un coup oui, un coup non, et il faut s'attacher beaucoup plus à ce qu'il fait qu'à ses déclarations qui sont à tout le moins changeantes. Je trouve qu'il a beaucoup perdu par rapport à sa ligne initiale. Alors, il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'il considère que pour l'instant, son opposition néocon ou son opposition sioniste est plus importante que ce qu'il pensait. Il était obligé de leur faire du gringue, je dirais, en attendant de les trahir. Il leur fait ce que j'appelle le coup de Mostaganem. Hein. Vive l'Algérie française et puis je te trahirai dès que je le pourrai. Ou bien il n'a pas de ligne et il ne sait pas quoi faire. Et entre les 2, j'arrive pas à choisir parce que il n'est pas arrivé là comme véritablement un néoconservateur au départ.
C'est vrai pour le conflit ukrainien, c'est vrai pour le conflit de Gaza et celui de l'Iran. Mais plus ça va, plus il s'aligne. Et c'est particulièrement frappant d'ailleurs en ce qui concerne la question russe, parce que après le sommet de Anchorage, c'était gagné, pratiquement. Ils se sont réconciliés, ils se sont vus, etc. Il y a eu une avancée énorme. Mais après ça, il va négocier avec Zelensky et avec l'Europe un accord de 100 milliards payé par les Européens. Et on va revenir dessus parce que c'est très important, et à destination de Zelensky. Donc il est clair que dans ces conditions, Zelensky n'a plus aucun intérêt à aller discuter quoi que ce soit avec Poutine, alors qu'après Anchorage, il avait qu'à dire à Zelensky, bon ben c'est fini, on paye plus, il n'y a plus de sous, et il n'y a plus de couverture satellitaire. Quelqu'un aurait dit, bon, où est-ce que je rencontre Poutine? Bien sûr. Et puis la guerre était finie. Alors il s'est satisfait d'un système hybride comme quoi c'est pas lui qui fait la guerre, donc il livre, précédente. Mais il s'est fait élire en disant j'arrête les guerres, pas en disant je financerai plus les guerres. Bien sûr. Donc, François Martin, je vous interromps parce qu'on parlera de l'Ukraine pour terminer sur la dernière partie de cette émission. J'aimerais pas qu'on aille trop en avant dans ce sujet. Oui. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump, pour lui, c'est très important, cette question de paix. On le voit et on vient de l'entendre. Il arrive à la tribune des Nations Unies, il explique avoir fait la paix sur 7 théâtres de guerre. Oui. Bon, on a bien compris qu'il avait décidé de faire son propre panégyrique. C'est ce qu'il fait, à destination il n'en reste pas moins que c'est quand même très discutable. L'importance de Donald Trump dans la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, par exemple, bon... Oui, absolument. Oui. Il fait son panégyrique, ce discours est à usage interne. Il fait sa campagne des midterms avant l'heure. Bon, on l'a tous bien compris, mais là où on l'attend, c'est sur les deux conflits, celui du Moyen-Orient et celui de la Russie. C'est ça. Donc, en fait, il trompe personne. Il le sait parfaitement. Il fait du bluff, mais bon, ça, il n'y a pas que lui. Je dirais, c'est pas là-dessus que c'est le plus grave, mais il n'a rien résolu des deux grosses affaires qui sont celles de son mandat. Bien sûr. On a l'impression qu'en fait, il poursuit toujours le même but depuis son premier mandat, c'est ce fameux Nobel de la paix comme Obama. Je dirais que là aussi, il fait un peu de la gonflette parce qu'il sait parfaitement qu'il n'aura aucune chance d'avoir le Nobel, qui par ailleurs est une arme politique utile pour son combat intérieur, mais s'il n'arrête aucune des deux grandes guerres pour lesquelles il a été élu. Alors on voit d'ailleurs quand dans son allocution, il a beaucoup parlé de l'Iran. Et c'est amusant de voir que finalement il a transformé le conflit qui sévit toujours à l'heure actuelle entre Gaza et Israël à ce conflit entre l'Iran et Israël qui a duré selon lui 12 jours puisqu'il lui a mis un terme très rapidement avec des très grosses bombes dont il vante les mérites, qu'il est le seul à posséder, etc. etc. Mais concrètement, une petite partie du conflit de cette région a éclaté entre Israël et l'Iran. Donald Trump y a mis un terme ponctuellement, on va dire, mais on ne peut pas dire que la paix soit scellée sur cette région, loin s'en faut. Absolument pas. Rien n'est résolu, je dirais. Et je dirais même, et ça, les spectateurs n'en sont peut-être pas conscients, que l'Iran est sorti beaucoup plus fort, à mon avis, de ce conflit qu'avant. Beaucoup plus fort, même s'il y a eu un certain nombre de scientifiques qui ont été tués, un certain nombre de membres du régime qui ont été tués. D'abord, le pays est immense, il fait 91 millions d'habitants, il a plusieurs structures de pouvoir, celle des mollahs, mais on oublie celle des pasdaran, et puis la structure démocratique, je dirais, de l'élection du président de la République, en plus. Donc, c'est un régime beaucoup plus solide qu'on ne le pense. On voit beaucoup les bourgeoisies, je dirais, des grandes villes et de Téhéran qui disent le voile, mais on ne voit pas dans les campagnes, en fait, où je pense que la solidité du régime est appréciée bien plus que personne n'a envie de voir revenir le Shah. Le fils du Shah. Donc ce changement de régime était pas sérieux. Et je dirais que l'Iran avait un problème. Il s'était positionné ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui se propose de franchir mais qui franchit pas. Pourquoi ? À mon avis, parce que l'un
des pays qui étaient contre le fait que l'Iran ait la bombe, c'est la Russie. Parce que la Russie sait très bien que le jour où l'Iran a la bombe, l'Arabie Saoudite aura la bombe, le Qatar aura la bombe et la Turquie aura la bombe. Donc on se prépare à une multiplication. Pourquoi cette continuité, selon vous ? Parce qu'à partir du moment où l'Iran a la bombe, l'Arabie Saoudite ne peut pas ne pas l'avoir. Parce que l'Iran est un concurrent de l'Arabie Saoudite potentiel mais à ce compte-là, depuis Israël toujours. a la bombe et l'Iran, on n'a pas le droit de l'avoir. L'Iran s'est interdit de l'avoir pour l'instant, il restait un pays du seuil, mais je pense que la prolifération nucléaire sera automatique. Et je pense, moi je serai à la place des Russes, je ferai tout pour empêcher les Iraniens de l'avoir. Et leur dirai, bon, si vous voulez être un pays du seuil et négocier le fait que vous n'allez pas à la bombe contre un certain nombre d'avantages et le fait en particulier qu'on vous enlève les sanctions, faites-le. C'est ce que l'Iran a fait, ça a été le résultat de l'accord, mais on n'a pas enlevé les sanctions. Donc je dirais que l'Iran était coincé sur le plan stratégique par cette situation. Aujourd'hui, Israël, cette guerre leur a donné un argument absolu pour aller dire aux Russes, vous voyez, on ne peut pas faire autrement. Donc, je crois qu'ils ont reçu Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA. À mon avis, ils n'auraient pas dû le faire. L'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils n'auraient pas dû le faire. Hein. Ils n'auraient jamais dû le faire. D'autant qu'il est pratiquement avéré que c'est l'AIEA qui a donné les noms, les adresses, les téléphones des scientifiques iraniens pour qu'ils se fassent bombarder par Tsahal. Donc, si vous voulez, l'attitude de l'AIEA dans cette affaire a été plus qu'ambiguë, alors qu'ils ont été contrôlés tant et plus et qu'on sait qu'ils n'ont pas de programme militaire. L'AIEA a fait un rapport qui était assez ambigu et qui est celui qui a déclenché la guerre. Pour expliquer bien aux téléspectateurs, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on impose à l'Iran, à raison d'ailleurs, de pouvoir observer son programme nucléaire et son développement nucléaire, qui doit rester civil. Oui. Et l'Iran accuse ses observateurs de l'AIEA d'être finalement des taupes. Oui, tout à fait. Ni plus ni moins, et d'avoir permis aux États-Unis de savoir exactement où frapper. Oui, tout à fait. Et en plus, ils ont respecté les règles depuis des années, et la contrepartie qui était la levée des sanctions n'est pas venue. Et en plus, on veut leur remettre des sanctions parce qu'ils ont été bombardés. Il y a vraiment un traitement. Donc, moi, je serais un des... Parce qu'en Iran, je pense qu'il y a plusieurs factions. C'est un régime très collectif, mais il y a des courants qui s'opposent très fort. Il y a ceux que le système de sanctions arrange, c'est ceux qui vivent sur le marché noir, etc. En particulier les Pasdaran, qui sont ceux qui contrôlaient, à l'époque où moi je vendais en Turquie, j'étais dans le lait à l'époque, tout ce qu'on envoyait en Turquie partait et en Iran et en Irak, parce que c'était pendant la guerre Iran-Irak. Bon, les intermédiaires, quand c'est ça, se font des fortunes, parce que ce qu'ils achètent à 1, ils le vendent à 1000 ou à 10 000. En particulier, ceux sur lesquels on gagne le plus d'argent, c'est le lait infantile, parce que le lait infantile, c'est indispensable pour les bébés. Donc, ce qu'on appelle du profit de guerre, quoi, vraiment. Exactement. Donc ça continue encore aujourd'hui, puisqu'il y a les sanctions. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais il faut se rabibocher avec les Américains, avec les Occidentaux, il faut lever les sanctions, etc. Donc je dirais, il y a les collabos et les autres. Mais aujourd'hui, l'Iran a véritablement la possibilité de se poser la question, de se dire, est-ce qu'on suit une trajectoire à la coréenne? On essaye d'être responsable et on se dote de la bombe parce que personne ne nous respectera si on l'a pas. Ou bien est-ce qu'on poursuit une trajectoire visant à essayer de nous raccrocher comme on l'a fait, mais ça n'a pas marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, le blocage des Russes n'est plus là. C'est-à-dire ils ont l'argument de dire aux Russes, écoutez, ça n'a pas marché, on a joué le coup, donc maintenant on y va, et si vous ne nous aidez pas, on va chez les Chinois. Voilà. Alors d'une part, d'autre part, leur arsenal stratégique, et en particulier leur hypersonique, etc., n'a pas été touché, puisqu'ils ont dit eux-mêmes qu'ils avaient utilisé que 15% de leur arsenal, donc leur force stratégique dans cette guerre n'a pas été touchée. Là où ils étaient, semble-t-il, assez faibles, c'est en ce qui concerne la défense anti-aérienne et anti-missiles en particulier. Ils se sont équipés de matériel chinois et russe qui était, semble-t-il, plus performant que celui qu'ils avaient.
Donc, je dirais que l'Iran, aujourd'hui, a la capacité de faire un saut stratégique et d'être beaucoup plus prêt. S'il y a une nouvelle guerre, et à mon avis, elle ne viendra pas forcément aussi vite que ça, parce que Israël, pour le coup, a été touché, et je pense que les États-Unis ne remettront pas le couvert aussi vite que sinon, ça invaliderait la victoire de Trump, d'ailleurs. Oui, absolument, oui, tout à fait. Donc je pense qu'ils n'y retourneront pas de sitôt, contrairement à ce que disent certains, mais les Iraniens ont beaucoup plus d'options maintenant. D'une part, ils ont la possibilité de limiter leurs défauts de cette guerre, et puis leurs options sont beaucoup plus larges. Moi, je serais iranien, je me dirais, il faut faire comme la Corée du Nord, quoi. Je serais respecté que le jour où il y a la bombe, puisqu'on voit très bien que tout ce qui se passe par ailleurs, tous ceux qui critiquent Israël, etc., personne n'ose envoyer de troupes, personne n'ose véritablement tirer sur Israël, sauf les Houthis, parce qu'on sait qu'en dernier ressort, alors je vous répondrai évidemment que les Houthis sont un proxy iranien. Oui, bien sûr, mais je dirais que tout le monde pense en arrière-pensée, en arrière-fond, au fait que Israël peut tirer une bombe sur un pays s'il considère qu'ils sont au bout du rouleau. Donc je le sens dans les réactions des Saoudiens, des Koweïtis, des uns ou des autres. Voilà. Alors évidemment, cette bombe leur donne une force énorme. Cette Assemblée générale, François Martin, vous le savez, elle a été beaucoup commentée en France parce que c'était le théâtre, c'est le cas de le dire, de la prise de parole d'Emmanuel Macron pour reconnaître l'État palestinien. Alors il n'a pas du tout été le seul, il n'a d'ailleurs pas non plus été le premier, même si faut lui reconnaître qu'il a été parmi les premiers à lancer cette idée pour... Intervention qui m'a choqué d'ailleurs d'une certaine façon. Pour ce sommet de l'ONU, justement, je vous propose de regarder le récapitulatif de quelques prises de parole et de quelques décryptages. On regarde. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. Face à l'horreur croissante au Moyen-Orient, nous agissons afin de maintenir en vie la possibilité d'une paix et d'une solution à deux États. Cela signifie un État d'Israël sûr et sécurisé aux côtés d'un État palestinien. Le Canada ne se fait aucune illusion. Cette reconnaissance n'est pas une panacée. Cette reconnaissance s'aligne toutefois fermement sur les principes d'autodétermination et des droits humains fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies. L'État de Palestine est désormais reconnu par au moins 151 États membres de l'ONU, dont 19 depuis le début de la guerre à Gaza, ce qui représente près de 80% de l'ensemble des États membres. C'est quelque chose de très important car cela envoie un message très clair aux Israéliens sur leurs illusions de vouloir continuer leur occupation pour toujours. Elle envoie également un message clair aux Palestiniens. Nous soutenons leur droit à l'autodétermination. J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un État palestinien après le massacre du 7 octobre. Vous offrez une récompense énorme au terrorisme. Nous ne pouvons pas oublier le 7 octobre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme pour encourager la poursuite du conflit, certains membres de cette Assemblée cherchent à reconnaître un État palestinien. Ce serait une récompense trop importante pour les terroristes du Hamas, pour leurs atrocités. Ce serait une récompense pour ces atrocités terribles, y compris celle du 7 octobre, alors même qu'ils refusent de libérer les otages ou d'accepter un cessez-le-feu. Alors, quand vous écoutez tout cela, qu'est-ce que vous vous dites en premier lieu? Il y a beaucoup de mensonges. En premier lieu, je me dis que c'est une bonne chose, déjà. Cette reconnaissance est une bonne chose. Elle a une portée symbolique, mais la seule façon d'y arriver, c'est que Israël tient par un fil depuis toujours. Ce fil, c'est le soutien des États-Unis. Si les États-Unis ne soutiennent plus,
Israël s'arrête. D'ailleurs, dans les moments où Israël a refusé de signer quoi que ce soit, il a suffi qu'un président, je ne sais plus si c'était Carter ou quoi, leur dire écoutez, j'arrête de payer, et dans les 24 heures, ça a été signé. Donc, le point faible d'Israël, c'est le soutien des États-Unis. Le but de cette opération, c'est d'isoler de plus en plus le couple, je dirais, américano-sioniste, de façon à ce que, à un moment donné, les Américains disent moi, je peux plus. Je vais dans cette reconnaissance de l'État palestinien, pour vous, notamment des pays européens, mais aussi du Canada, elle vise à isoler les États-Unis. Voilà, c'est pour mettre la pression sur Donald Trump pour qu'il lâche. Lui ou les suivants, parce que peut-être que ça ne... 80% des pays de la planète, c'est quand même énorme. On peut penser qu'à un moment donné, si ça continue et que l'opinion américaine continue à être pro-palestinienne, parce que ça aussi c'est l'énorme changement des États-Unis, en particulier dans la jeunesse américaine, une grande partie de la jeunesse américaine aujourd'hui est pro-palestinienne. Donc en fait, il y a une vietnamisation d'Israël qui est extrêmement forte dans cette affaire. Donc cette génération qui rentrera dans l'administration, dans les entreprises, dans la presse, etc., d'ici quelques années, elle va pousser énormément l'Amérique dans un sens pro-palestinien. Donc, à un moment donné, c'est mathématique. Les États-Unis diront à Israël, on suit plus. Pour moi, c'est mathématique. Sur le plan électoral, ça sera plus porteur, en fait. Absolument, absolument. Donc, on y va quoi qu'on veuille. Donc, Macron s'inscrit véritablement dans le sens de l'histoire en faisant ça, c'est clair. Une fois n'est pas coutume. Alors, une fois n'est pas coutume. Alors, ceci étant dit, quand je lis j'écoute son intervention, je suis quand même choqué par un certain nombre de choses qui manquent, qui sont graves, parce qu'il parle donc du retour des otages, il parle du cessez-le-feu, qui n'est pas d'ailleurs la cause du Hamas s'il n'y a pas de cessez-le-feu, puisqu'en fait, on bombarde plutôt les membres du Hamas qui sont en train de négocier le cessez-le-feu. Donc, alors là, vous faites référence au bombardement du Qatar par Israël. Oui, évidemment. Évidemment. Mais si vous voulez, il y a des choses... Alors ça y figure. Le fait que le Hamas soit démilitarisé, qu'ensuite on instaure l'autorité palestinienne comme autorité légitime. Je veux bien, même si dans la pratique, à chaque fois qu'il y a eu des guerres des guerres insurrectionnelles de ce type-là, on a négocié avec le Viet Minh, on a négocié avec... en Algérie avec le FLN, on n'a pas été chercher, on n'a pas été dire ils sont trop méchants, donc on veut négocier avec celui qui est faible. On sait très bien que si on veut obtenir quelque chose de la partie adverse, c'est celui qui est fort qui l'obtiendra et pas les autres. Mais il y a des choses qui n'y figurent pas. Les otages dans les prisons israéliennes. Dans les prisons israéliennes, il y a des dizaines de milliers de gens qu'on appelle des prisonniers, mais qui sont des otages, en fait, puisqu'il y en a des dizaines de milliers qui sont là sans jugement, en rétention administrative. Des enfants, est-ce que les enfants sont coupables de crimes aux yeux de la loi israélienne ? Comment sont-ils traités ? Personne ne s'en occupe. C'est un point... complètement éteint de cette négociation. Moi, je voudrais qu'on dise, et le retour, les prisons israéliennes, quand est-ce qu'on vide les prisons israéliennes qu'on continue à remplir tous les jours ? Qu'est-ce qu'on dit de l'occupation des terres de Cisjordanie par les colons ? Alors justement, ça c'est très important parce que Benjamin Netanyahou... Moi j'aimerais bien que ça figure dans le Benjamin Netanyahou prend la parole vendredi, a pris la parole vendredi justement devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il était déjà intervenu pour critiquer très vertement évidemment cette décision de reconnaître l'État palestinien. Et il a ajouté d'ailleurs que la colonisation de la Cisjordanie allait se poursuivre, même s'accélérer, et ça a obligé Donald Trump à prendre la parole en disant qu'il ne laisserait pas faire cela. Oui, mais il a dit qu'il ne laisserait pas faire cela. Mais s'il laisse faire ce qui se passe aujourd'hui, et pour l'instant, il y a 19 trains de sanctions contre la Russie, mais il n'y a pas un seul train de sanctions de la part de personne contre Israël. Il y a des menaces de sanctions, mais il n'y a pas de sanctions pour l'instant. Donc, il y a un deux poids, deux mesures effroyable. Donc, moi, je suis Netanyahou dans cette affaire. Je me dis, allons-y gaiement, hein.
puisque je bombarde, je tue, je massacre, etc. Tout le monde a les photos tous les jours et on ne me sanctionne même pas. Donc, j'ai aucune raison de m'arrêter. Donc, je veux dire, je pense pas que Trump arrivera à faire une politique qui consiste à dire, vous faites ce que vous voulez sur Gaza, mais vous avez le droit de rien faire sur la Cisjordanie. L'un va avec l'autre. Et pour moi, ça ne peut s'arrêter que le jour où le gouvernement israélien s'effondre véritablement, soit tout seul, soit avec l'aide de ses partenaires étrangers, et en particulier des États-Unis, qui disent on paye plus, c'est fini. Ou on vous sanctionne, ou on remet en cause le programme de commercial entre la communauté européenne. Mais à un moment donné, il faut passer à l'acte. Qu'est-ce qu'on attend ? Oui. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure cette échéance des midterms, les élections de mi-mandat, comme on dit en bon français, pour Donald Trump, et cette bascule de l'opinion politique publique, j'allais dire même aux États-Unis, sur la question du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pensez que Donald Trump peut, à un moment, décider de lâcher Benjamin Netanyahou? Parce qu'on voit aussi que Donald Trump n'était pas enchanté de découvrir les frappes au Qatar il y a quelque temps sur les négociateurs du Hamas, justement. On a l'impression aujourd'hui que Donald Trump, il n'a pas vraiment prise sur ce que fait Benjamin Netanyahou. Non, il n'a pas de prise. Je dirais que c'est plus facile d'arrêter. Moi, je pense depuis longtemps qu'il peut plus facilement arrêter la question d'Ukraine que la question de Gaza. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme je l'ai dit plusieurs fois, quand il négocie avec Poutine, comme disent les Africains, vous avez la montre et nous avons le temps. Poutine a le temps. L'autre, il faut qu'il arrête dans 1 heure parce qu'il y a son avion qui part, parce qu'il faut qu'il fasse les midterms. Donc, il va arriver aux midterms en disant la guerre continue, mais c'est pas moi qui paye. On va lui dire attends, t'as dit que t'as arrêté la guerre, t'as pas dit que t'as arrêté de payer. Donc, je pense c'est un faux système hybride qu'il a accepté sous la pression de ces néoconservateurs et de ces marchands de canons, mais à mon avis, son image va quand même être touchée parce que lui, qui se présente comme un homme de paix, il est celui qui permet la continuité de la guerre. Et en plus, il en rajoute en disant que que Poutine est méchant, que Poutine l'a trompé, que il n'a pas besoin de faire ça. Mais à un moment donné, alors, à mon avis, il faudra qu'il lâche. Précisément, s'il n'a pas besoin de faire ça, pourquoi le fait-il ? Il le fait parce qu'il subit la pression et qu'il ne résiste pas à ces lobbies néoconservateurs. C'est ça la vérité. Il y a Lindsey Graham qui vient le voir tous les soirs avant qu'il se couche et qui lui dit si tu fais pas ce que je te dis, demain je te fous le bordel au Congrès. Et il dit d'accord, Lindsey, je vais faire ce que tu diras. Il est sous la coupe de Lindsey et des autres, et il ne résiste pas suffisamment. Je pense que c'est ça le problème, mais à un moment donné, il va falloir qu'il choisisse. Je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet sur l'issue de cette guerre, parce que là, pour moi, les Européens n'iront jamais, et on va en parler après, ils n'iront jamais, et ils savent qu'ils n'iront jamais. Et l'opération Macron, etc., n'a pas pour but de nous préparer à la guerre contre la Russie. Elle a un autre but. Alors on va parler tout de suite de la guerre en Ukraine, mais simplement terminons sur Donald Trump, justement, et la pression néoconservatrice. Et celle de l'AIPAC. Et de aussi, l'AIPAC, par ailleurs. Qui s'imbrique parfois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Comment vous voyez ça ? Parce que ça a quand même une petite odeur de premier mandat. Qui ressemble à cet état profond dont il parlait, qu'il voulait drainer, qu'il n'a pas réussi à drainer, contre lequel il s'est dressé une nouvelle fois, contre lequel il a voulu mener une nouvelle bataille avec ce 2e mandat. Finalement, c'est l'état profond qui est le plus fort. Alors, oui et non, parce que en fait, autant je pense qu'il se prend les pieds dans le tapis et qu'il se débrouille mal en politique étrangère, autant je pense qu'en politique intérieure, il semble avoir plus la main sur les manettes ou au moins se battre d'une façon plus claire. Alors, je vais prendre 3 exemples. L'un, c'est de l'Obamagate. Ils ont trouvé un juge, ils cherchaient un juge pour pouvoir inculper Obama sur le Russiagate.
puisque sa responsabilité est avérée. Pam Bondi Donc rappelez-nous, le Russia-Gate, c'est les accusations. Après qu'il ait été élu, voilà. Obama, qui était encore en poste au mois de décembre et janvier, a fait annuler les rapports qui consistaient à dire que les Russes étaient pas responsables de son élection et n'avaient pas concouru à son élection. Il a fait sortir des faux rapports en modifiant les rapports de la CIA, du FBI, etc., pour dire que oui, les Russes, il avait une collusion des Russes, etc. Et aujourd'hui, avec Tulsi Gabbard et avec Pam Bondi, il a été prouvé que Obama a monté... voilà, c'est ça. Cherché à manipuler la justice. Et donc, je crois qu'ils ont trouvé un juge en Floride. Donc, à un moment donné, ils vont sortir Obama avec les poussettes et ils vont aller le faire juger par... donc, il y a quand même de leur part... Les anciens présidents, ils ont le vent en poupe en justice en ce moment. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils prennent l'exemple de ce qui se passe en France, à mon avis. Il faut que les juges anti-Sarkozy prennent la nationalité américaine pour aller s'occuper d'Obama. Alors, il y a ça, d'une part... il y a Epstein, mais Epstein, c'est pas très clair parce qu'on n'arrive pas à savoir si lui, il est mouillé ou pas mouillé dedans. S'il est mouillé, c'est clair qu'il peut pas s'en servir exactement. Il y a un autre truc qui est la redéfinition, le redécoupage des cartes électorales qui ont été redécoupées par les démocrates et que les républicains veulent redécouper pour leur redonner un avantage. Donc ça, c'est en cours. Et puis surtout, il y a l'affaire de Charlie Kirk, qui est, à mon avis, une nouvelle Jeanne d'Arc moderne et qui va être utilisée. Carrément. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est-à-dire à l'époque de notre célèbre héroïne, la France était autour du petit roi de Bourges, il y avait toute une cour et puis tout un ensemble d'hommes d'affaires, etc., qui étaient profondément, je dirais, collaborationnistes à l'époque. Et le peuple, dans cette situation, il souffre évidemment parce qu'on ne fait rien pour le peuple et tout pour les oligarchies. Bon. Et Jeanne d'Arc, le procès inique de Jeanne d'Arc a réveillé une espèce de force populaire qui a entraîné le roi à prendre les mesures qu'il faut. Et en fait, si vous regardez ce qui s'est passé, entre le moment où elle est allée voir le roi à Bourges et ensuite l'a emmené à Reims pour le faire sacrer, et le moment où les Anglais ont été finalement battus à la bataille de Castillon et où ils sont rentrés définitivement dans leur île et ne sont jamais revenus, il s'est passé 24 ans. Donc rien, en fait. En 24 ans, la France s'est soulevée et a chassé l'envahisseur. Aujourd'hui, pour moi, on est dans une situation un peu analogue parce qu'en fait, le peuple américain, qui est profondément conservateur, qui est celui qui a soutenu Trump, aujourd'hui est écrasé par un système oligarchique et totalitaire, je dirais, culturellement, économiquement, etc. Et je pense que l'objectif politique de Trump, c'est de se servir de Kirk, comme Jeanne d'Arc à l'époque, pour en faire un héros et un saint d'une certaine façon, et provoquer une ferveur populaire pour chasser, pour justifier une chasse aux sorcières antidémocrate et anti-gauche américaine. Je pense que c'est ça. Comment vous expliquez qu'à 2 reprises, Benjamin Netanyahou ait dit qu'il était pour rien dans cet assassinat ? Alors, en général, quand Benjamin Netanyahou dit quelque chose, c'est que c'est le contraire qui est vrai. Non, parce qu'il ment comme un arracheur de dents. C'est quand même surprenant, on se dit que ça n'a quand même rien à voir avec la choucroute. C'est pas surprenant du tout, parce que, en fait, Kirk a commencé à virer sa cutie à peu près 1 an avant. Il a fait une démonstration absolument limpide en disant que Israël était un pays totalement militarisé, donc il était totalement impossible que le 7 octobre ait pu avoir lieu et que pendant 7 heures, il n'y a eu aucune réaction de la part du pouvoir alors que lui avait fait le trajet en hélicoptère depuis Tel Aviv jusqu'à Gaza. Ça lui avait pris 45 minutes et donc il y avait eu un ordre de retrait
manifeste de façon à laisser les types sortir et à laisser les types ramener des otages. Je me permets quand même de préciser je termine votre phrase. Vous avez dit que le 7 octobre ait eu lieu tel que nous l'a raconté. Le 7 octobre ait eu lieu tel qu'on nous l'a raconté dans l'histoire officielle. C'est ça que Kirk a dit. Mais il n'a pas remis en cause le fait qu'il y ait eu des victimes lors du 7 octobre et qu'il y ait eu une attaque terroriste qui a été menée. Ce qu'il dit, c'est que, oui. Selon lui, les forces israéliennes n'ont pas été mobilisées comme elles auraient dû l'être. Ils n'ont pas été mobilisés et il ne parle pas de non mobilisés, il parle d'ordre de retrait. Il dit comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu un ordre de retrait, que pendant 7 heures d'affilée, il n'y ait eu aucune intervention alors que clairement on savait ce qui se passait. Voilà ce qu'il dit. Et il dit, s'il y a eu un ordre de retrait et qu'on a laissé les types sortir, prendre les otages et rentrer, c'est que derrière, il y avait un objectif, non pas de reconquérir les otages. Dans ce cas-là, on les protège, on les empêche d'être pris, mais clairement un objectif de nettoyage ethnique et de reprise de la bande de Gaza, et qui est logique, je veux dire, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une politique anti-Hamas, c'est une politique d'extermination pour moi. C'est clair. Pour vous, vous l'avez dit, c'est des propos bons. Oui. Donc le fait que Kirk s'exprime et qu'il dise ça très clairement... ne doit pas forcément faire donc je comprends que Netanyahou ait envie d'allumer un contre-feu en disant « Attendez, c'est pas nous, c'est pas nous ». Alors, si le fait qu'il l'ait fait tout de suite après, et Meir Habib 3 minutes après, d'ailleurs, Netanyahou, c'est à tout le moins, je dirais, extraordinairement maladroit. Oui, certes. Donc, que le fait qu'il soit impliqué ou pas impliqué, ça, j'en sais rien. Mais par contre, je pense que ce qui est important, c'est que l'enquête cherche à le déterminer. Bien sûr. Et ça, j'en suis pas sûr du tout, parce que si l'objectif politique de la mort de Kirk, c'est de mettre le paquet contre la gauche américaine, je suis pas absolument certain qu'on va vouloir polluer l'enquête en cherchant s'il y a une responsabilité israélienne dans l'affaire. Je crains que le procès soit assez politisé. Si tant est qu'il y en ait une, on l'ignore. Si tant est qu'il y en ait une, absolument. Alors parlons à présent de la guerre en Ukraine. Donc on l'a dit, Donald Trump a évoqué ce sujet à la tribune des Nations Unies, puis également dans ses réseaux sociaux, Truth Social et Twitter, etc., etc. Il a répété qu'il avait pensé rétablir très facilement la paix en Ukraine grâce à ses bonnes relations avec Vladimir Poutine et qu'en réalité c'était plus compliqué que ça, j'allais dire. C'est lui qui a mis dans les pattes de l'affaire un contrat à l'envers de ce qu'il avait décidé de 100 milliards de dollars pour l'Ukraine. Alors, quand je suis en train de négocier avec vous un contrat de paix, je suis pas en train de... Si j'arme votre ennemi en même temps lui donnant 100 milliards, je peux pas dire que j'ai tout fait pour faire la paix. Hein, donc, certes, il n'en reste pas moins que c'était pas une découverte pour Vladimir Poutine que d'apprendre que les États-Unis aidaient à l'armement de l'Ukraine. Sauf que, encore une fois, il a pris 2 décisions contradictoires. La première, c'est d'aller à Anchorage pour dire on va vers la paix. À ce moment-là, il disait à Zelensky, c'est terminé mon gars, t'appelles Poutine et tu te débrouilles avec lui, tu lui rends les territoires qui sont russes aujourd'hui et qui l'ont toujours été et on n'en parle plus. Et c'était fini. Et moi, de toute façon, je paye plus, j'envoie plus de... J'arrête la couverture satellitaire demain matin. Zelensky aurait dit rappelle-moi son numéro, voilà. Et puis on n'en parlait plus. Or, faire en même temps ça et en même temps 100 milliards de dollars pour Zelensky, ça veut dire qu'il il poursuit 2 stratégies contradictoires en même temps en espérant prendre la meilleure à la fin. Mais quand vous faites ça, vous prolongez le conflit, indubitablement. Et vous sabordez les 2 possibilités. Et vous sabordez votre propre image quand vous avez été élu en disant « je serai un homme de paix et j'arrêterai les guerres ». Donc c'est profondément stupide comme... Alors on voit toutefois que, au sujet de cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas, Donald Trump a eu des mots très durs.
en tout cas dans cette séquence, uniquement à l'égard de Vladimir Poutine. Donc il l'a déçu, etc., etc., etc. Oui. Il va dire que c'est son meilleur ami dans une semaine, mais bon. Possiblement. Oui. Pas un mot sur le rôle joué par les Européens. Au contraire, les Européens, il les a plutôt épargnés, il les a plutôt pris en pitié, allais-je dire, en étant affligés de leur comportement, tout particulièrement quant à l'énergie russe. Je vous propose qu'on l'écoute parce que ça, c'est capital. La Chine et l'Inde sont les principaux contributeurs à la guerre en cours en continuant d'acheter du pétrole russe. Mais ce qui est inexcusable, c'est que même les pays de l'OTAN n'ont pas coupé de manière significative l'énergie russe et les produits énergétiques russes, ce que, comme vous le savez, j'ai découvert il y a 2 semaines, et cela ne m'a pas rendu heureux. Pensez-y, ils financent une guerre contre eux-mêmes. Qui a déjà entendu une chose pareille ? Alors, vous me disiez juste avant... Il nous prend pour des imbéciles. Il nous prend... j'ai découvert il y a 2 semaines que les Russes vendaient du pétrole aux Chinois et aux Indiens. Mais... Et que les Européens continuaient à en avoir via des canaux détournés. À qui veut faire croire ça? Mais bon sang, c'est pas croyable. Mais alors... il n'en reste pas moins que on a vu que Donald Trump avait négocié très récemment, justement, l'arrêt des acheminements de pétrole russe en Union européenne. Oui. Pour vous, quelles sont les conséquences pour l'UE ? Les conséquences, c'est que l'Union européenne va continuer à les acheter, mais elle va les acheter par l'intermédiaire de l'Inde, ce qu'elle fait déjà, et elle va payer encore un peu plus cher. Voilà, il cherche à sauver la face, parce qu'il ne peut pas l'empêcher, en fait, Trump. C'est ça le fond de l'affaire. Est-ce qu'il ne cherche pas aussi à multiplier les ventes de ses propres hydrocarbures et de ses propres énergies à lui américaines? En parallèle, bien entendu, c'est ce qu'il cherche à faire, mais il cherche à faire de l'argent de toutes les façons possibles. En fait, le choix qu'il a fait volontairement de continuer la guerre en faisant cette opération de 100 milliards. 100 milliards, c'est quand même pas petit. C'est parce qu'il choisit une opération commerciale qui va faire de l'argent, rentrer de l'argent dans les caisses américaines. C'est ça qu'il fait. Donc, tout est bon pour rafler de l'argent de tous les côtés. Mais il n'y a plus de politique si c'est ça. Il n'y a plus de politique parce qu'il se fâche avec l'Inde, il se fâche avec le Brésil. L'Inde qui se rapproche de la Chine d'ailleurs, contre toute attente. C'est ça, exactement. Il se fâche avec les pays du Moyen-Orient. Sur le plan diplomatique, ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est arrivé, c'est une catastrophe en fait. Donc peut-être qu'à court terme, il va... C'est une déconvenue ça quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Donald Trump allait... parvenir à s'émanciper de cette politique néoconservatrice, parvenir à rétablir la paix sur plusieurs zones chaudes, j'allais dire, du monde. En réalité, c'est un peu le désenchantement. C'est une déconvenue, tout à fait. Alors, encore une fois, vous voir comment ça va finir, parce que si on regarde les choses globalement parlant, les choses font quand même mieux que ce qu'elle était avant son arrivée. Parce qu'avant son arrivée, par exemple, on ne parlait même pas russe. Là, il parle russe régulièrement. Il propose de le revoir dans 15 jours. Poutine va accepter. Donc, on a quand même dégelé une situation. On a changé le référentiel, mais on n'a pas réglé le problème. C'est ça qui est particulier dans cette affaire. Est-ce que vous ne pensez pas que Donald Trump peut désormais décider de décorréler, j'allais dire, sa relation avec Vladimir Poutine et avec la Russie, y compris dans les échanges commerciaux entre les États-Unis et Moscou, et l'avenir de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire continuer à dire sur le terrain de la guerre en Ukraine que Vladimir Poutine est méchant, qu'il est très déçu, etc., 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 pour donner des gages globalement au camp du bien qui est pro-ukrainien et pro-Zelensky sans discernement aucun. Et de l'autre côté, faire du business avec Poutine et reprendre des relations commerciales lucratives pour Washington. Il va essayer de faire les deux, mais on se rend bien compte qu'il y a une contradiction quelque part, parce qu'on ne peut pas véritablement... Il va dire que ce n'est pas moi, mais c'est lui qui livre les armes à Zelensky par l'intermédiaire de les Européens, même si ce sont les Européens qui payent. Donc Poutine va lui dire, attends, oui, mais c'est du business. Tu veux qu'on fasse véritablement des contrats, mais d'un autre côté, tu livres les armes à mon ennemi, donc choisis.
Donc, je pense qu'ils peuvent rentrer en relation, mais on se rend bien compte, ça c'est le bon sens qui fait comprendre ça, qu'il peut véritablement y avoir une relation de confiance et la Russie peut véritablement ouvrir des contrats de pétrole ou d'autres choses que dans la mesure où le conflit est terminé. Ce n'est pas le cas. Ça va polluer ces relations, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Ce que vous dites est vrai, il va pouvoir le faire, et d'ailleurs ça a déjà été fait, puisque je crois que les Américains ont eu une concession pétrolière déjà. Mais si vous voulez, ils ne peuvent pas rétablir véritablement. Je dis que un des objectifs de Trump en interne auprès de ses financiers, parce que les financiers de la paix potentiels sont les mêmes financiers que les financiers de la guerre. Donc il faut qu'il arrive à leur dire, écoutez, moi, lâchez l'os aux yens financières qui sont autour de lui, les BlackRock, etc., leur dire, écoutez, moi je vais vous enlever l'os que vous avez dans la gueule, qui est l'os de la guerre, et je vais vous mettre un autre os qui s'appelle l'os de la paix, qui est 3 fois plus gros que le premier, donc ou un et plus. Le problème, c'est que eux, ils veulent à la fois l'un et l'autre. Ils veulent pas lâcher le premier. C'est ça qui se passe. Et il n'a pas réussi. Je pense qu'il y a une énorme bagarre en interne dans ces contradicteurs internes de son propre camp, plus encore que vis-à-vis de ses adversaires. Parce qu'il n'a pas réussi à les convaincre que les dividendes de la paix sont plus importants que les dividendes de la guerre. Ni vis-à-vis de la Russie, ni vis-à-vis de l'Iran, parce que le problème de l'Iran, c'est la même chose. L'Iran est un pays qui a un potentiel absolument gigantesque et qui va profiter aux Indiens, aux Chinois, aux Russes, etc. Mais pour pouvoir faire la paix avec l'Iran, il faut arrêter de lui faire la guerre, je dirais. On ne peut pas faire les deux. Alors, très récemment, Donald Trump, c'est-à-dire après son allocution à la Tribune des Nations Unies, il a fait une publication sur les réseaux sociaux et ça se termine par « Je souhaite le meilleur, je crois, à l'Ukraine, etc., etc. Bonne chance à tout le monde ». Ça veut dire, je suis désolée pour le propos un peu grossier, mais ça veut dire démerdez-vous. Oui, c'est ça que ça veut dire. Mais en même temps qu'il dit démerdez-vous, il va intervenir partout. Alors là aussi, c'est contradictoire. Bon, s'il dit démerdez-vous, il dit écoutez, nous, on a arrêté les conflits, on n'est plus dedans, on n'alimente plus, on livre plus d'armes, parce qu'on va dire démerdez-vous, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on va donner notre blanc-seing pour taper sur le Qatar. Et en même temps, on va faire une réunion avec tous les pays du Moyen-Orient après pour leur dire on va vous aider et puis on ne va pas permettre à Israël. Cela dit, le blanc-seing pour taper le Qatar, on n'est pas vraiment certain que Donald Trump ou qui que ce soit l'ait donné. Hein. Comment ils sont passés les avions ? Comment est-ce que les avions ont réussi à passer tout le long du Golfe Persique pour aller taper le Qatar et que personne ne les a repérés ? Peut-être que ça aurait été plus compliqué de faire intervenir l'aviation américaine pour descendre l'aviation israélienne. Je pense pas qu'ils cherchaient à descendre l'aviation israélienne, mais enfin, il y a à tout le moins un soutien tacite des Américains, ne serait-ce que... Les Israéliens n'ont pas de ravitailleurs, ils n'ont pas d'avion ravitailleur. Où étaient les ravitailleurs ? Vous voyez, il y a quand même... Et puis, je veux dire, si Trump a forcément eu vent de cette attaque, parce que les attaques, ça se prépare, ça se fait pas, on décide pas comme ça la veille d'aller attaquer le lendemain. Donc, quand il raconte que les Israéliens les ont prévenus 10 minutes avant ou 10 minutes après, ça tient pas la route. Enfin, je veux dire, il y a suffisamment de conseillers de la CIA au sein du Mossad pour savoir que si on monte une opération et auprès de Tsahal, que si on monte une opération contre le Qatar, les Américains sont au courant bien en amont. Donc ça tient pas la route. Alors, donc je comprends le mécontentement des Qataris, des Saoudiens, bien sûr. Qui sont, encore une fois, moi c'est des pays que je connais très bien, la mentalité de ces pays, c'est une mentalité féodale. Les États-Unis, Trump est un suzerain. Donc quand vous avez un suzerain, il vous protège, il vous trahit pas. Si vous trahissez, c'est plus votre suzerain. Bien sûr. Voilà.
Alors, tout dernier point, on va évoquer l'OTAN. Donald Trump a réaffirmé son soutien complet à l'OTAN et j'aimerais mettre en parallèle cette question de ces affaires de drones qui survoleraient désormais tous les pays, tous les ciels otaniens, justement. Alors, tout a commencé, bien sûr, avec la Pologne, après ça a été l'Estonie, la Roumanie... et que sais-je, et puis dernièrement ce fut le Danemark, provoquant quasiment une psychose dans la population. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Je ne me sens pas en sécurité. Je suis vraiment surpris, oui. Cela ne devrait pas être possible. Je pense qu'il y a un grand pas entre simplement tâter le terrain et passer à l'action, mais je pense que c'est vraiment effrayant. Et j'espère que ce sera un signal d'alarme. Nous sommes bien informés depuis longtemps que des choses se passent en Europe. C'est probablement la Russie qui teste les frontières de l'Europe, donc je ne suis pas vraiment surpris. Alors évidemment, comme le dit la dernière personne qui est interrogée, ces drones sont attribués quasi instantanément, dans les médias en tous les cas, à la Russie, et pas de bol, jusqu'à ce que France Télévisions interroge un général français, le général Dutartre. On écoute tout de suite ce qu'il leur a dit. Sur ce qui s'est passé à Copenhague et à Oslo, parce qu'il faut vraiment une enquête complémentaire. Je ne vois mal, si vous voulez, un drone partant de Saint-Pétersbourg ou de la frontière russe, faire 1000 km en plein milieu de l'OTAN, la Baltique, maintenant c'est une mer otanienne, et faire 2-3 tours autour de Copenhague et repartir. Ça, j'y crois pas beaucoup. Bon, concrètement, je sais qu'il y a également une enquête qui a été lancée en Pologne. Donc, en réalité, ces drones russes, c'est pas garanti qu'ils soient russes. C'est pas non plus garanti qu'ils soient envoyés par les Russes. C'est une histoire qui est assez compliquée, mais qui sent quand même cette volonté de faire monter les tensions dans la zone otanienne contre la Russie. Je pense qu'il y a une magnifique opération de manipulation médiatique qui ressemble à la même manipulation avant l'attaque des Russes au début de la guerre d'Ukraine, où on avait commencé pendant 3 mois, tous les jours, on dit ça y est, les Russes vont attaquer, les Russes vont attaquer. Oui, mais ils ont attaqué. C'était prêt, ils l'ont fait en réponse à une attaque la semaine précédente qui est venue des Ukrainiens qui ont amassé 300 000 soldats devant et qui ont augmenté dans des proportions très importantes les bombardements sur le Donbass et qui ont préparé une attaque sur le Donbass. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça ressemble à Boutcha, qui est arrivé juste au bon moment, là aussi, au moment où on allait faire la paix. On dit, mais c'est pas possible parce que c'est des monstres, ils ont tué tout le monde, etc. On est exactement à un moment où il faut, et j'ai l'impression de voir un superbe boulanger qui pétrit la pâte étant les opinions européennes, pour faire monter. On a mis dans la pâte de la levure qui s'appelle le sentiment anti-russe. On fait pétrir la pâte et bientôt on va nous passer au four, et quand on va nous aura passé au four, on va nous bouffer. Parce que l'objectif là-dedans, c'est quoi? C'est certainement pas de faire la guerre aux Russes, parce que quand vous avez un gros malabar que vous rencontrez la nuit dans une rue sombre, la première chose que vous faites, c'est pas de l'insulter, de le traiter, vous faites pas de la provocation. Vous faites de la provocation quand il est derrière une barrière et qu'il ne veut pas vous attaquer, ou il vous a dit, quoi que je fasse, quoi que vous fassiez, je ne vous attaquerai pas. On fait très attention. Et on n'a pas du tout les paroles et les actes d'une stratégie qui fait très attention, mais au contraire d'une stratégie de provocation. Et à mon avis, l'objectif, c'est pas ce qu'on dit. Je rappelle le contexte qu'on a rappelé tout à l'heure. Vous avez les États-Unis qui vont livrer pour 100 milliards de marchandises, 100 milliards. Vous avez les Ukrainiens qui vont recevoir 100 milliards et vous avez les Européens au milieu qui n'ont pas d'argent et qui vont devoir payer 100 milliards pour envoyer la marchandise de l'autre côté. Qui c'est qui va payer, Élise? C'est vous et moi. Voilà. Très bien. Où est l'argent? Dans vos poches.
Mais pour vous pousser à payer, qu'est-ce qu'il faut vous dire? Les Russes sont méchants, ça y est, ils nous attaquent. Ils n'ont pas passé le cap, et est-ce que maintenant, pour nous forcer à payer, ils prennent l'argent? C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on va faire. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Là, on a vu en France et ailleurs, partout, tout le monde vous dit, ça y est, les Russes attaquent, les Russes attaquent. Alors, je vous le démontre. Ce qui s'est passé en Pologne avec les 20 drones qui sont arrivés là, il y a une baraque qui a été détruite. Et il a été prouvé que c'est pas le drone qui a détruit la baraque, parce que c'était des drones qui n'étaient pas armés, mais c'était un missile. La défense anti-aérienne. Anti-aérienne qui est tombé. Celui qui a dit, oui, c'est bien un missile, mais c'est quand même la faute des Russes qui sont très méchants, c'est le ministre des Affaires étrangères polonais qui s'appelle Sikorski, je crois, de mémoire. Il s'appelle Sikorski. Eh ben, c'est celui qui avait tweeté à l'époque, au moment de l'explosion du Nord Stream, « Thank you USA », qui a enlevé le tweet au bout de quelques minutes. Pourquoi? Ça, c'est très important. Parce que dans l'économie de guerre dans laquelle on est, les sommes qui sont envoyées de part et d'autre sont gigantesques et les business sont gigantesques. C'est avec l'économie de guerre que les entreprises gagnent le plus d'argent, de très très loin. Et la Pologne a une position extrêmement puissante dans cette affaire parce qu'elle est la base arrière de la reconstruction et de la réparation de tout l'armement qui va en Pologne, qui va en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, s'il y a un atelier, les Russes le savent et ils le bombardent. Donc en Pologne, toute la Pologne vit de ça. Les Polonais n'ont absolument pas envie que ça s'arrête, d'une part. Et d'autre part, ils rêvent que d'une chose, c'est de prendre la place dans le cœur et dans le portefeuille des Américains, de prendre la place des Allemands, parce qu'ils jalousent et ils détestent les Allemands. Et ils veulent prendre leur place. C'est pour ça que Sikorski avait envoyé ça en disant « Thank you USA ». Donc, il y a des gros enjeux économiques derrière. C'est pour ça. Et on est exactement dans ce business en question. Donc, ils ont intérêt à faire monter la sauce. Voilà, c'est ça. Et justement, pour conclure cette émission, sur cette question des drones, Donald Trump a toujours été très prudent en disant « Attention, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être une faute, c'est peut-être pas ça, c'était peut-être pas volontaire, etc. » Il n'a jamais fait monter la sauce, j'allais dire. Ben oui, parce que ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une décision stratégique poussée par les Américains. Lui, il n'a pas intérêt à ce qu'effectivement la guerre entre l'Europe et les Russes. Il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait la guerre. Il a intérêt à ce que les Européens se fassent plumer pour envoyer les armes à Zelensky, que ça soit Zelensky qui fasse la guerre. C'est une ligne de crête, mais il n'y a pas besoin de tomber du côté de la guerre. Très dangereuse. Très dangereuse malgré tout. Très dangereuse. Et notre position à nous est très dangereuse aussi. Et si vous voulez, parce que vous avez beau faire guili-guili comme ça, parce que le tigre est derrière la cage, si à un moment donné, clac, il y a un truc qui s'ouvre et que la cage s'ouvre, vous êtes mal, si vous voulez. Donc, nos pays font ça, et comme je dis, là, ils pétrissent, là, on se fait pétrir la pâte, là, depuis, et ça va continuer. Et à un moment, on dira, bah, attendez, vous avez tous des bas de laine, là, maintenant, il faut payer, parce que les Russes sont à nos portes, donc on va sortir tant de milliards, et puis ça va être sur vos comptes d'épargne. Voilà, je le sens, mais gros comme une maison, et à ce moment-là, tous les Européens auraient été tellement travaillés au corps qu'ils diront oui, il faut, parce qu'il faut vraiment éviter que les Russes ne viennent. C'est une opération, à mon avis, essentiellement de prédation économique très bien montée. On nous refait le coup du Covid. On nous refait exactement le coup du Covid. Vous avez aimé le Covid, vous allez adorer l'opération anti-russe. C'est exactement ce qui se passe. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je vous remercie infiniment, François Martin, pour nous avoir apporté votre vision aussi lumineuse à chaque fois et toujours bien illustrée. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que vous avez déjà pris le temps de cliquer sur le petit pouce en l'air, justement pour dire que vous avez aimé cette émission et nous aider à la diffuser au maximum. Je vous retrouve tout de suite dans les commentaires. Faites-moi des suggestions, des questions, je tenterai d'y répondre. Et puis je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.